Voilà. Donc, je vais commencer le temps que les gens arrivent, ce qu'on avait prévu, le petit point technique. Donc, bienvenue à la deuxième rencontre conférence de Luxembourg Créative. Comment le tourisme peut-il s'adapter aux mutations en cours? Nous allons commencer par un petit point technique. Voilà. Comme nous sommes dans une rencontre conférence, nous vous invitons à regarder qui est là aujourd'hui. Donc, vous avez normalement au bas de votre écran cette barre noire avec toutes ces icônes. Vous avez une icône participant. Christelle, tu peux montrer avec ta souris peut-être. Et si vous allez dessus, vous pouvez voir qui est déjà là. À côté, vous avez le bouton converser, où vous pouvez donc écrire soit à tous, soit à quelqu'un en particulier. Donc, on vous invite à partager là. C'est justement là qu'on vous demandera de mettre vos questions par rapport à la conférence. Donc, nous allons répondre après. Mais n'hésitez pas aussi à parler entre vous, etc. Mais on espère quand même que vous allez nous écouter. Et donc, par rapport au micro et caméra, a priori, on coupe les micros de tout le monde. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire. La caméra, c'est comme vous voulez, mais en fait, nous enregistrons et nous allons passer un replay. Donc, ceux qui préfèrent ne pas être vus, il vaut peut-être mieux la couper. Et puis, ça améliore aussi la qualité du son. Par contre, à la fin, donc pendant les questions-réponses, nous pouvons réouvrir pour que vous posiez vos questions, etc. Là, par exemple, dans l'enregistrement, quand il y a des gens qui n'ont pas le micro coupé et que ça fait un peu de son, moi, ils reviennent sur l'écran que j'enregistre. Enfin, voilà, c'est juste pour votre info. Donc, vous pouvez, ici avec Zoom, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que c'est vous qui choisissez ce que vous voyez. Donc, normalement, en haut de votre écran, vous avez ici les petites icônes. Donc, soit vous cliquez sur les 9 petites icônes et donc vous voyez tout le monde, mais en fonction du nombre, il faut passer de page. Soit vous avez ici, donc pour voir une bande de personnes, en fonction des ordinateurs, c'est 4, 5. Soit vous cliquez comme moi ici sur le bouton bleu, là vous voyez seulement l'intervenant. Ou alors vous cliquez ici et là vous ne voyez personne, vous voyez juste la présentation. Je vois que quelqu'un m'a mis en sourdine. Voilà. Quelqu'un avait coupé mon son, je ne sais pas si c'est une erreur d'une de mes collègues. Et alors, vous pouvez aussi changer, avoir la présentation en grand ou avoir plutôt les gens, la personne qui parle en grand. Donc ça, c'est bien vous qui choisissez. Et alors, vous avez aussi normalement, ça se situe en haut de votre écran, ce qui est là. C'est soit pour passer en mode plein écran ou couper le mode plein écran. Et alors, si vous le coupez, normalement, vous pouvez avoir la bande de conversation qui se met sur la droite et donc vous voyez du coup ce que les gens écrivent. Enfin, voilà. Donc, c'en est fini pour la technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et donc, le temps que tout le monde arrive, parce que là, je vois qu'on est à 46, il y a 4 personnes dans l'attente, donc ça fait déjà presque 50, c'est très bien. On aimerait bien que vous vous présentiez en quelques mots. Donc, vous nous disiez votre rôle dans le tourisme et alors votre motivation de votre présence aujourd'hui. Et en fonction d'un petit peu des gens arrivés et de l'heure, je vois qu'il est déjà 1h30, on va les récupérer ou sinon, ça nous intéresse d'avoir l'information aussi pour vous recontacter plus tard pour éventuellement voilà, vous recontacter dans différentes circonstances. Donc, voilà. Je vois que je n'ai pas beaucoup de commentaires par rapport à ça. Donc, on est quand même 51. Donc, on a presque atteint le nombre qu'on attendait. On attendait un peu moins de 60 personnes. Donc, je vais peut-être passer la parole à Christelle. Moi, je vais aussi couper ma caméra parce que je m'occupe de la technique. Donc, je vais vous répondre aussi à vos questions, etc. N'hésitez pas à m'écrire soit en privé, soit à tout le monde et je prendrai ça en charge. Voilà. Eh je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à ma collègue Christelle. En fait, je pense que Christelle a un petit souci de son.
Ça va, Voilà. Christelle? Ah, voilà. Oui. Vous m'entendez? Non? Si, là, c'est bon. Parfait. Ok. Et donc, oui, je vois que mon son se coupe parfois, c'est bizarre. Donc voilà, je disais donc qu'on va commencer, puisque je vois qu'on est 54 et que nos orateurs ont pas mal de choses à raconter. Donc on va pas perdre plus de temps. Les gens qui arriveront prendront le fil de la conférence en cours. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce second webinaire. On est ravis que vous soyez si nombreux avec nous. Vous avez déjà vu Valérie, ma collègue qui s'occupe de la partie technique. Vous avez aussi Christelle et Astrid en back-office qui sont là pour régler les petits problèmes techniques que vous pouvez éventuellement avoir. Et moi-même pour la présentation des orateurs et la transition. En quelques mots, rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, Luxembourg Créative, on est un forum de rencontres-conférences, ici en ligne pour le moment. On a vraiment comme objectif de mettre en relation les acteurs de la province de Luxembourg, quels qu'ils soient, que ce soit des entrepreneurs, des petites PME, des plus grosses PME, des indépendants, mais aussi le milieu académique et le milieu socioculturel. Cette mise en communication a pour but de vraiment booster l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Vous avez vu Valérie, ma collègue du Green Up. Elle, en fait, est notre cousin germain par rapport à Luxembourg Créative. C'est le pas plus loin. Elle vous en parlera tout à l'heure. Mais après chacune de nos thématiques, on propose des ateliers concrets pour pouvoir avancer de manière collective sur le thème ou sur la problématique mise en évidence dans la conférence. Donc voilà en deux mots qui nous sommes. Vous avez toutes les infos détaillées autrement sur notre site internet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et pour ce faire, la première intervenante que je remercie de sa présence avec nous ce jour, Madame Marie-Ève Hanard, députée provinciale en charge du tourisme. Madame Hanard va nous faire une petite introduction du positionnement de la province au niveau du tourisme pour nous souhaiter la bienvenue à tout le monde et je lui laisse la parole. Bonjour Madame Hanard. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de votre invitation pour cette conférence. Alors, voilà, en tout cas pour nous, pour la province, l'innovation, ça passe tout d'abord par valoriser de manière la plus adéquate possible tous nos prestataires et tous nos produits touristiques. Et donc, c'est pour ça que on s'est dans un premier temps engagé dans une collaboration avec OEBT pour équiper au maximum de nos prestataires d'un outil de vente en ligne, donc l'ORC. Et donc concrètement, c'est hyper important parce qu'on se rend compte qu'une grande majorité, en tout cas 6 touristes sur 10, réservent leur séjour en ligne. Et donc le but en tout cas de cette démarche-là, c'est vraiment d'augmenter bien entendu la visibilité de nos prestataires, mais également de permettre à nos prestataires d'avoir vraiment des outils et une gestion dynamique et proactive en matière de tarifs et des offres. Et donc, concrètement, le rôle du service provincial pour cette mission-là, c'est vraiment de pouvoir faciliter la compréhension de cet outil-là auprès de nos prestataires, mais également de pouvoir les aider à implémenter cet outil-là. Et donc, pour rester toujours dans le même ordre d'idées, pour nous, l'innovation, c'est aussi pouvoir répondre aux défis du numérique. Et donc, c'est pour ça que, justement, dans le cadre de cette période de confinement, on a voulu pouvoir en profiter. On a mis à disposition nos prestataires un ensemble de webinaires destinés à ce sujet. Donc, comment gérer les réseaux sociaux avec le déconfinement, comment gérer sa page Facebook, comment répondre aux avis TripAdvisor et tout ça. Et donc, c'était vraiment des sujets assez important en tout cas pour l'avenir du secteur. Alors peut-être de manière plus générale, quel est le rôle du service provincial du tourisme à cet égard? C'est vraiment de pouvoir accompagner et conseiller vraiment gratuitement tous nos prestataires pour les aider à structurer leur offre de manière la plus adéquate possible par rapport aux nouvelles tendances du marché et accompagner également leur communication digitale. Et donc, véritablement, quand on rencontre tous nos prestataires sur le terrain, le focus est vraiment mis sur l'adéquation de l'offre par rapport aux attentes des clients. Et donc, par exemple, c'est vraiment un titre d'exemple, on se rend compte que les touristes ont vraiment
au cœur de leurs attentes pour le moment tout ce qui concerne la nature et le développement durable, aujourd'hui, mais encore plus demain. Et c'est pour ça qu'à titre d'exemple, on est en train de développer et de finaliser des fiches techniques pour aider tous nos prestataires, à s'engager encore au mieux par rapport à tout ce qui concerne le développement durable, tout ce qui concerne la gestion des déchets, l'alimentation durable, la biodiversité également. Et on leur propose également donc un audit énergétique, ça en collaboration avec notre cellule du développement durable au sein de la province du Luxembourg. J'aimerais bien vous parler aussi de notre adhésion au projet Tendance qui nous a permis également de développer des nouveaux produits comme les bains de forêt à Tenneville, mais également les petits déjeuners rando, donc qui marchent assez bien. Et ce projet Interreg nous a permis également d'accompagner plus d'une dizaine de prestataires pour l'aménagement de leur design intérieur. Et donc, à travers, en tout cas, ce projet-là, on se rend compte également que ce que recherche le touriste aujourd'hui, mais encore plus demain, c'est vraiment vivre une expérience. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye en tout cas de valoriser au mieux toutes les initiatives qui voient le jour sur les territoires de la province, qui sont hyper diversifiées. Donc, je vais en citer quelques-unes, mais je n'arriverai pas à tout citer. Par exemple, la dégustation au fond d'une mine à Bertry, ou alors les visites des comtes de la basilique à Saint-Hubert, marcher sur la Lune, par exemple, à Galaxia Transine. On parlera plus tard donc, de tout ce qui concerne les logements insolites qui font vraiment la part belle à cette part d'expérience. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment une part très très importante des nouvelles tendances et des nouvelles attentes des touristes. Je pense également que la crise que nous avons connue, la crise sanitaire que nous avons connue actuellement, va laisser des traces et va également changer les attentes des touristes et le nouveau mode de fonctionnement de notre clientèle. Donc, on va vraisemblablement s'orienter vers, des plus petits groupes familiaux, peut-être des vacances à plus petit budget, parce que de nombreuses familles auront leur pouvoir d'achat qui auront diminué malheureusement face à la crise du Covid. On aurait également aussi cette volonté de retour à l'essentiel, retour, aux produits du terroir, à la simplicité. Et donc, toutes ces nouvelles tendances-là, on va essayer de les sonder, de les palper de manière plus tangible avec une enquête qu'on va lancer à partir du service provincial du tourisme. Je pense également que ça a été source de bouleversement pour beaucoup de personnes et donc ce besoin de reconnexion et de ressourcement va sans doute être accentué. Et on peut en tout cas dire aussi que le cadre de vie dans lequel on évolue en province de Luxembourg propose également des outils pour répondre en tout cas à ces besoins qui devraient être d'autant plus importants dans les semaines et dans les mois à venir suite à la crise du Covid. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais je pense que ce qui est essentiel à rappeler, c'est que l'innovation, c'est aussi et surtout pouvoir anticiper, s'informer, prévoir à travers un travail de veille et d'analyse. Et donc, le service provincial du tourisme veille en tout cas à réaliser ce travail au mieux. Par exemple, on participe à de nombreux webinaires et on répercute en tout cas tous les résultats de ces webinaires auprès du secteur par rapport aux orientations qui sont attendues par les touristes à l'avenir et également quels sont les aménagements nécessaires pour y répondre. Voilà. J'ai dépassé mon temps de travail, mon temps de parole. Donc, pas de souci. Merci Madame Anard pour votre introduction et je vais maintenant continuer mon petit slide en présentant très brièvement, ils auront l'occasion de parler, nos deux entrepreneurs provinciaux, Olivier Delmé et Fabien Ledecq, et puis notre orateur et animateur du jour, Olivier Watley, qui est docteur en anthropologie et accompagnateur en innovation. C'est lui qui va mener maintenant la suite de la rencontre conférence. Et donc, Olivier, je te laisse la parole. Oui, merci Christelle. Bonjour à tous. Je coupe mon partage. Voilà, comme ça je peux vous partager mon écran. Je pense que ça va arriver d'ici quelques secondes. Voilà, normalement vous devez voir un petit slide avec un monsieur en jaune. Donc bonjour à tous, effectivement, je suis très heureux d'être là, même si le sujet, on aurait finalement souhaité ne pas l'avoir,
mais il est là, le sujet de la crise et de comment effectivement on peut réagir. Et donc, c'est vrai que Madame Hanard a présenté des éléments très intéressants pour réagir à cette transformation qui est d'essayer de toucher du doigt les transformations des comportements. Ça, c'est très important, d'outiller les acteurs du terrain que vous êtes avec des outils concrets, des démarches pour pouvoir répondre à ce qui se passe là, ici, maintenant. Et ce qu'on voudrait faire ensemble ici dans la suite de notre conversation, c'est de se projeter un peu plus loin, dans peut-être l'année prochaine, dans des projets qui vont demander peut-être quelques mois pour être mis en place, avec cette interrogation finalement, est-ce que la crise va vraiment changer les choses ? Là, vraisemblablement oui, l'expérience qu'on a d'autres crises nous montre qu'en effet, ces temps sont des temps de changement fort. Par contre, dans quelle direction ? Ça, c'est très, très compliqué de le savoir. On fait beaucoup d'études aujourd'hui pour voir ce que font les gens. Et ce qu'on constate en définitive, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'ils font maintenant pour réagir à la crise qu'ils vont reproduire demain. Des gens qui font des recherches sur la crise, sur les crises, nous montrent deux choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais des réponses univoques. C'est-à-dire que vous allez avoir autant des gens qui vont avoir besoin de se recentrer plus sur eux que des gens qui, au contraire, vont chercher à bouger encore plus pour compenser. Donc, il faut déjà bien avoir en tête ce point-là qui est il n'y a pas de réponse unique. Il y aura au contraire certainement des polarités de comportement. L'autre chose qu'on peut se dire de manière assez claire, c'est qu'en fait, on est face à un champ d'expérimentation, une fenêtre de tir pour le changement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si les gens changent leurs pratiques, ce n'est pas tellement parce qu'ils ont des nouvelles convictions, parce que la crise aurait transformé leurs valeurs, mais plutôt parce qu'elles auront cassé leurs habitudes. Et qu'en cassant ces habitudes, eh bien, on a l'occasion d'expérimenter des choses nouvelles. Je pense qu'on est tous très nombreux à vouloir consommer mieux, manger mieux, vivre plus sainement, mais c'est nos habitudes qui nous empêchent de faire ces choses-là. Et donc, ça va être très important de travailler à proposer des nouvelles habitudes, mais c'est ces habitudes que vous allez proposer, vous, qui vont faire la différence. Et on le voit bien dans le cas du vélo, il y a des villes qui ont pris l'initiative de promouvoir le vélo comme un moyen de gérer les flux de personnes dans les centres urbains. Et on se rend compte qu'en effet, que les villes qui ont proposé quelque chose avec des couloirs dédiés, des offres dédiées, eh bien là, on a des changements de comportement. Alors que d'autres villes où les gens avaient autant envie de faire le vélo, eh bien, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, l'enjeu de tout ça aujourd'hui, ça va être de parler d'innovation, effectivement, de changement. Moi, je vous en parle d'un point de vue qui est le mien, d'un anthropologue qui accompagne des entreprises. Alors, comme Olivier et Fabien, j'ai beaucoup voyagé. Je pense que c'est un point commun qu'on a. On est très curieux de la diversité humaine. Moi, mon job, c'est de le faire au service de la transformation des usages. Toute innovation implique un nouveau vocabulaire et vous allez y être confronté. Un exemple que j'aime bien, c'est celui-ci, c'est celui de l'ordinateur. Pour nous, c'est évident. Il faut imaginer que les gens qui sont passés de la machine à écrire à l'ordinateur, quand il a fallu leur expliquer ce qui se passait avec cette machine, eh bien, on s'est rendu compte de choses très surprenantes. Par exemple, beaucoup de gens pensaient que quand ils écrivaient à la machine, à l'ordinateur, pardon, eh bien, quand le texte disparaissait de l'écran, le texte était perdu. Parce que ce n'était pas dans leur logiciel mental. Leur logiciel mental, c'est la feuille de papier, on l'enlevait, on la gardait avec soi. Donc, il fallait leur expliquer, comme dans ce petit exemple, à s'approprier un nouvel usage. Elle dit non, le texte n'est pas perdu. C'est un peu comme si c'était un parchemin qui restait à l'intérieur de la machine. L'innovation, c'est ça, c'est arriver à trouver le nouveau vocabulaire pour rendre acceptable des nouvelles habitudes et faire que effectivement ce qu'on propose, eh bien, c'est différent, c'est meilleur et ça a plus de bénéfices. Alors, ce qu'on voudrait pointer aujourd'hui ensemble, c'est une méthode qu'on appelle le design thinking, qui est très intéressante pour ça, parce qu'elle permet justement de venir se connecter à un changement de regard sur des habitudes que l'on a, pour en proposer des nouvelles. Et c'est l'exercice qu'on devrait faire ensemble, c'est de se dire comment je peux proposer des nouvelles habitudes. Alors l'enjeu, vous allez le voir, c'est à la fois de faire confiance à ses convictions, mais c'est aussi de s'ancrer dans le quotidien des gens, de pouvoir les regarder avec un regard un peu différent. Et je vous donne un exemple d'un grand succès du design thinking qui est le produit Swiffer. Alors, vous avez un grand succès, c'est un balai brosse. Alors, même bon, c'est pas très excitant tout ça. Bon, ça se vend à des milliards, ils ont plus de milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est un vrai succès, ce produit. Et ce qui est très étonnant, et c'est mon premier message, c'est qu'en fait, ce produit, quand ils l'ont inventé, ils ont demandé aux gens ce qu'ils voulaient, comme on fait toujours quand on lance un nouveau produit, un nouveau marché. Et les gens leur disaient, je veux que ça aille plus vite pour nettoyer. Personne n'aime nettoyer, on veut que ça aille plus vite. Donc, tous les produits qui étaient consacrés au nettoyage racontaient la même histoire, aller plus vite, passer moins de temps à nettoyer. Ils sont quand même retournés voir les gens en disant, à un moment donné, c'est bizarre, on n'arrive pas à innover de manière très forte avec ça. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le vrai défi, ce n'était pas tellement d'aller plus vite, ça allait de soi, mais c'était aussi de ne pas se mettre les mains dans la poussière mouillée. Ça, c'est extrêmement désagréable. Et ils se sont rendus compte que tout le monde faisait ça
sans le dire aux personnes qui venaient les visiter pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils se sont dit, mais c'est ça le grand sujet en fait. Le grand sujet, c'est pas tellement d'aller plus vite, c'est de faire que les gens n'aient plus ce dégoût de devoir toucher la poussière mouillée comme quand on nettoie avec sa mop dans son salon. C'est un sujet du quotidien, mais ce simple décentrement de regard, le simple fait d'être passé d'une problématique à une autre problématique, ça leur a permis de tester des choses. Et très vite, ils ont proposé des balais un peu improbables, ce que vous voyez au milieu. Et ils ont pu comme ça se rassurer sur la pertinence, faire des premiers produits qui ont marché, en inventer d'autres et avoir un best-seller aujourd'hui. Alors, c'est de ça qu'on va parler, c'est de cette approche design thinking qui veut dire trouver un nouveau regard sur un problème et puis tester rapidement des choses, même si c'est très, très imparfait. C'est vraiment la question que j'ai envie d'animer avec vous aujourd'hui. Mais je sais très bien qu'en vous disant ça, vous me regardez, bon, il est gentil, c'est un consultant, hein, il vient nous parler de grandes théories. Et puis les usagers, les clients, oui, on est tous, on les voit tous au quotidien, on ne va pas nous apprendre comment regarder mes clients. Et vous avez raison, hein, les clients, on les connaît très bien, vous les connaissez bien, vos clients. J'ai envie de dire, c'est un peu comme faire du vélo, finalement, on sait faire, quoi, hein, on déroule, on interagit avec eux. Du coup, je vous montre ce vélo, puisqu'évidemment, c'est aussi simple que de faire du vélo. Ce vélo, j'espère, il doit vous interpeller un petit peu quand même, quand vous le regardez, il doit vous paraître un peu étrange. Et en fait, j'aimerais vous poser la question, mais c'est quoi ce vélo? Et donc, on va vous poser une question qui apparaît à l'écran. Est-ce que c'est un vélo pour monsieur tout le monde, en fait? Hop. Est-ce que c'est une petite série dédiée pour une niche de clients un peu bobo chic, orientés vers la mode rétro? Ou bien est-ce que c'est ce qui arrive quand on ne laisse pas de temps à un designer de finir son travail et qui nous délivre quelque chose d'inachevé? Donc, je vous pose la question. Je pense que vous avez tous un sondage qui apparaît à l'écran. Et je Donc vous voilà, invite à… Olivier, c'est déjà la réponse 3, ce qui arrive quand on ne laisse pas le temps à un designer de finir son travail qui gagne. Qui Je gagne. vais bientôt partager, on a eu une trentaine de réponses, peut-être laisser encore un petit peu de temps. Bon, ça ne change pas le sondage. Je mets fin au sondage, je partage les Oui. résultats. Et donc voilà, on est à 82% pour cette réponse-là. Donc, je laisse reprendre. Oui, merci. Vous êtes très dur avec ce pauvre designer italien qui a fait ce vélo. Il a beaucoup travaillé, au contraire. Mais vous avez raison, ça paraît improbable. En fait, le projet, ce n'est pas tout à fait celui-là. La bonne réponse, c'est le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un designer italien qui a créé un projet qui s'appelle Velocipedia. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment très drôle. Il a demandé à des gens qui faisaient du vélo de dessiner les vélos qu'ils utilisaient au quotidien. C'est les dessins que vous voyez à gauche. Et puis après, il a maquetté réellement, il a prototypé ces vélos pour qu'on se rende compte en fait du type de vélo qu'on imagine. Et ce qui est très drôle, et allez voir ce projet sur Internet, c'est qu'il n'y a aucun vélo qui ressemble vraiment à un vélo efficace. Il y a une sorte d'air de famille, ça ressemble vaguement à un vélo, mais en fait, chacun des vélos que les gens dessinent, si vous montez dessus, ça ne tient pas, ça casse, ça ne roule pas vraiment, ce n'est pas équilibré. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que finalement, c'est un peu la bonne image pour voir le lien qu'on a avec nos propres clients, c'est qu'on pense les connaître, on a le bon air de famille, mais quand on veut vraiment dessiner ce qu'ils font, qui ils sont, à quoi ils aspirent, on fait un peu ce genre de choses. Ça ressemble, mais ça ne tient pas la route. Et donc, il y a vraiment un intérêt à se poser des questions en profondeur sur qui sont nos clients. Mais bon, voilà, le but, ce n'est pas de vous faire un cours de consultant sur le design thinking, ça aurait été un peu indigeste et puis peut-être pas approprié. Donc, ce qu'on a eu l'idée de faire avec Luxembourg Créatif et le Green Hub, c'est de se dire, on va essayer de plutôt valoriser la créativité, l'expertise de gens qui ont osé la rupture et qui, plutôt que de l'avoir subi, comme on le fait tous plus ou moins en ce moment, ont vraiment été créateurs de rupture et analysé comment dans leur parcours, s'approprier leurs bonnes pratiques dans cet esprit du design thinking. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabien et Olivier pour qu'ils puissent nous partager quelques éléments de leur expérience et qu'on voit ensemble comment aller plus loin. Et du coup, pour qu'ils se présentent enfin eux-mêmes, je vais leur donner la parole et je vais leur demander à chacun, d'abord à Fabien, de se présenter évidemment et puis de nous pointer en quoi la rupture, ça a été un moteur plutôt puissant dans leur démarche justement de création d'activités. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien, je suis cofondateur avec David Bavet de la coopérative Mon lit dans l'arbre. On est situé dans la commune d'Herbemont, à proximité de la commune de Neufchâteau. Donc, on est vraiment pile entre Bertry, Florenville et Neufchâteau comme petite ville. Et pour l'instant, on a créé et construit 5 cabanes de tourisme en forêt.
On a une petite forêt très jolie qui surplombe la Vière et on a 3 hectares, 3 hectares de forêt magnifique. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation rapide. Et on est assez nouveau dans le paysage puisqu'on a ouvert notre première cabane en septembre 2018. Et donc, on les a construites et ouvertes au fil du temps. Donc là, maintenant, on est à 5, on est en temps de pause, on pourra y revenir certainement. Par rapport à la rupture, ben, il y a pas mal de choses. D'abord, on voulait être en décalage par rapport à un tourisme de masse qu'on connaît, classique, voilà, dans le tourisme qui est peut-être pas très propre à la province de Luxembourg, mais on voulait déjà être en décalage par rapport à ça. Et puis peut-être prendre un exemple peut-être spécifique sur la rupture. Ça a été la recherche du financement, puisque ben, on partait avec pas grand-chose d'argent en poche et puis on voulait construire des cabanes. Et donc, ben, voilà, le mode classique, c'est d'aller vers les banques, etc. Maintenant, on avait quand même déjà en idée de vouloir fonctionner autrement. Et tous les contacts avec les banques nous ont confirmé qu'il fallait se mettre en décalage, puisque elles nous ont toutes dit que c'était super, qu'on avait un super projet, mais que c'était trop risqué et qu'il faudrait revenir un peu plus tard quand le projet fonctionnerait. Et donc, assez vite, on s'est positionné en disant, bon, ben, OK, si les banques ne veulent pas de nous, on va fonctionner autrement. Et on a créé une coopérative et on a fait appel à coopérateurs. Donc, on espérait avoir 15, 20, 40, 50 coopérateurs pour pouvoir nous lancer et avoir un petit peu de fonds pour démarrer. Et finalement, on a aujourd'hui à 165 coopérateurs, quasiment tous issus de la province de Luxembourg, qui ont vraiment voilà, financé largement le projet, ce qui a été aussi un super indicateur, et on y reviendra après, voilà, de toutes les grandes décisions qu'on a prises. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de dire sur la rupture par rapport au système classique. Et ça nous a en fait apporté mais plein de belles opportunités, de belles choses pour le développement du projet et maintenant et pour la suite. Super, merci Fabien. Effectivement, on va y revenir sur l'intérêt finalement d'utiliser cette difficulté de départ comme une plus-value pour construire le projet. Alors, même question pour Olivier. Et toi, la rupture dans ton projet? Bonjour à tous. En fait, nous sommes agents de voyage depuis 25 ans. On aurait dû fêter en grande pompe ces 25 ans le 5 mai de cette année-ci. Et en 25 ans de carrière, j'ai connu 2 ruptures. En commençant en 95, nous sommes généralistes et nous commençons à vendre les produits des autres, Théo à cette époque-là, Sonner, Sunsnack, pour ceux qui s'en souviennent, Luxair déjà, et d'autres. Et puis en 2000 arrive tout doucement Internet. Et Internet est à la fois perçu chez moi comme un grand danger, parce que ça va complètement désintermédier les intermédiaires classiques, agences de voyage classiques qui ne font que revendre des produits. Donc les TO vont s'adresser directement aux clients. Et par ailleurs, ça pouvait être également une opportunité parce que si l'on était maître de son produit, de A à Z, créateur du produit jusqu'à le vendre au client, à ce moment-là, Internet pouvait être un excellent support pour pouvoir toucher une clientèle nouvelle et peut-être beaucoup plus lointaine que locale. Dès ce moment-là, nous nous sommes spécialisés dans le trekking et on a tissé de nombreux liens avec des agences locales francophones tenues par des Belges ou des Français à l'étranger pour pouvoir mettre en place un programme de trekking un peu partout dans le monde. Et donc, la première rupture, ça a été celle-là, ça a été de se dire, tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché en Belgique? On s'est aperçu qu'il n'y avait guère d'acteurs, si ce n'est mon confrère Denis Juseret qui animait déjà l'Ardenne avec la Transardennaise, mais en moyen et long courrier, il n'y avait pas grand-chose. Donc, dès ce moment-là, on s'est spécialisé véritablement dans le trekking.
La deuxième rupture vient il y a à peu près 5 ans. On profite d'un déménagement pour se dire est-ce qu'on a besoin encore d'être enraciné dans une grande rue commerçante pour recevoir des gens, faire des billets d'avion, etc. Et pourquoi pas devenir, puisqu'on était déjà très engagé dans cette voie-là, pourquoi ne pas devenir une espèce de web agence qui n'utiliserait pratiquement plus que les médias sociaux, les newsletters, etc., les mails pour pouvoir toucher sa clientèle. Et donc, nous nous sommes appuyés sur une étude réalisée par Marc-Alexandre Legrain, qui est un marketeur très connu en Wallonie. Il habite à Namur. Et Marco avait réalisé, juste un petit peu avant, pour l'Union professionnelle des agences de voyage, une étude qui projetait le devenir d'un agent de voyage en 2030-2035. Et cette étude correspondait exactement à ce qu'on voulait, à ce qu'on recherchait. C'est-à-dire essayer éventuellement de ne plus avoir de contact physique avec les clients et uniquement travailler sur le net. On le dira peut-être dans la conclusion, ce n'est pas toujours cela qui a prévalu, car le lien humain a été et reste quelque chose qui est excessivement fort. Ne fût-ce que parce que je suis un passionné de randonnée accompagnée. J'ai poussé énormément tout ce qui était accompagnement. Je suis accompagnateur en randonnée moi-même et j'adore effectivement ce contact physique avec la clientèle et surtout leur faire découvrir l'essentiel de nos voyages, à savoir des paysages merveilleux, des environnements merveilleux et des gens également qui sont et qui vivent dans ces paysages. Voilà en gros ma présentation, j'espère ne pas avoir été trop long. Pas du tout, on le savait, hein, tout le monde ici est passionnant et passionné, donc on va notre grand effort collectif va être de tenir l'agenda et le timing. Mais c'était important de faire ce point d'entrée et puis de vraiment poser le cadre qui est de dire, ben voilà, on est face à des projets qui ont été des succès aussi parce qu'ils ont été comment dire, ils ont transformé leur écosystème. Voilà. Ils ont assumé qu'il y avait de nouvelles relations à créer, qu'il y avait de nouveaux partenaires à aller chercher et qu'il ne s'agissait pas juste de subir finalement ce qu'imposaient les acteurs avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler. Alors, il y a 5 points qu'on va essayer de balayer ensemble pour essayer de rentrer un peu dans le détail de ces succès. Mais le premier, c'est d'avoir osé de créer une offre qui était hors de l'offre, c'est-à-dire vraiment d'aller créer quelque chose qui se démarquait de l'offre qui était là et donc du marché. Et du coup, c'est vrai que ça pose la question, dans quelle mesure faut-il vraiment s'imposer à suivre le marché, aller voir, demander aux gens ce qu'ils veulent, ou bien est-ce qu'on peut assumer justement un parti pris, un regard un peu original? Comment trouver l'équilibre entre les deux? Et j'ai envie de poser la question à Fabien, notamment cette part entre le parti pris et la connaissance du marché, justement. Oui, merci Olivier. Alors, nous, peut-être pour recadrer en préambule de ma réponse, on n'a pas été très regardant du marché en fait au départ. On a d'abord fonctionné avec nos tripes, notre cœur et notre envie parce que David et moi, on a grandi dans des petits villages, qu'on a construit des cabanes gamins et qu'on avait envie de partager ce plaisir-là et ce rêve-là. Et donc, ça n'a pas été, je dirais, plus loin que ça, mais ça continue de nous suivre parce que créer un projet un peu hors sentier battu, ça demande quand même beaucoup d'énergie et il y a pas mal de, voilà, comme dans tous les projets, je dirais, des embûches et des étapes et des difficultés. Mais c'est vraiment ça qui nous a motivés. Donc, on n'a pas été dans une démarche, tiens, on va regarder qu'est-ce qui se fait pas et on va se mettre là-dedans. Et ça continue de nous suivre encore maintenant. Vraiment, c'est en partie de l'intuition et du cœur et de la motivation par rapport au projet. Alors après, on a quand même évidemment regardé, puisque c'est quand même un investissement ici à 800 000 €, donc voilà, il fallait quand même être sûr de notre coût. Alors on a fait une petite étude de marché, comme tu en parlais. Alors je suis retombé dessus en préparant, il y avait 3 questions ou 4. On a fait avec un stagiaire un petit coup de sonde sur un marché à Luxembourg, à Longwy et à Arlon, pour voir un petit peu ce que ça racontait, mais c'était vraiment... voilà, quelques petites questions. Combien vous metteriez? Est-ce que vous trouvez ça chouette, un logement insolite? Et qu'est-ce qui vous manquerait ou qu'est-ce que vous attendriez de ce logement? Donc voilà, c'était vraiment très rapide, mais ça nous a quand même donné une indication intéressante
c'est que dans notre rêve de départ, ben, on se voyait plutôt avec des bidons d'eau, une bougie, et puis c'était bien comme ça, puisque nous, c'était notre style de vacances, et puis voilà. Mais en fait, on est tombé sur quelque chose qui nous semblait paradoxal, mais qui est largement partagé, dont on n'avait pas conscience à l'époque, c'était de dire, en fait, il y a une sorte de paradoxe entre les gens qui sont fans de nature, etc., ça fait rêver les cabanes, etc., qui était notre part de rêve aussi, mais avec en fait une envie de confort qui était quand même bien là. Donc les toilettes sèches, c'était compliqué, de ne pas avoir d'eau, d'électricité, de devoir prendre sa douche dans un sanitaire commun qui serait partagé, bof. Donc on s'est dit, ben, ok, bon, on va changer. Ça ne changeait pas fondamentalement notre motivation première et ce pourquoi on faisait des cabanes. Hein. Les cabanes, c'était vraiment un outil pour faire d'autres choses et ça pouvait rentrer dans notre système de valeurs. Et donc on a fait évoluer nos cabanes vers quelque chose de beaucoup plus luxueux, mais en essayant de garder un max, enfin luxueux dans le sens eau et électricité, hein. Donc ça va, en termes de luxe, c'est pas exagéré. Et en jouant sur la part de rêve, alors beaucoup plus, en créant des cabanes beaucoup plus insolites, beaucoup plus féeriques, et en lien avec la nature. Donc voilà, les cabanes sont très espacées, donc on voulait garder ça, mais on a quand même adapté, mais ça a eu des conséquences énormes, parce que d'un budget de 20 000 euros par cabane, on a x3, x4, puisqu'il a fallu amener l'eau, l'électricité dans la forêt, etc. Donc c'était quand même un gros enjeu de positionnement au sein de notre projet, mais voilà, donc pour dire qu'on y a été un petit peu comme ça, on verra bien, avec beaucoup de cœur, mais en gardant vraiment tous les signaux alertes autour de nous, de dire tiens, qu'est-ce qui est, ça c'est notre pensée, mais est-ce que les gens pensent comme nous, comment est-ce qu'on peut se positionner et améliorer le produit. Et alors là, à nouveau, les coopérateurs ont été un outil et une aide très forte par rapport à notre positionnement. Merci Fabien. Ce que je trouve vraiment très riche dans cet exemple-là, c'est qu'effectivement, il y a l'importance d'avoir un projet singulier, de le tenir. Et ça, on ne va pas vous convaincre qu'il faut absolument suivre le marché, suivre la tendance. Il faut au contraire aussi suivre son propre projet. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec quelques questions, avec une sorte de micro-étude de marché vraiment hyper simplifiée, le simple fait d'être allé voir les gens, ça a permis de mettre en avant justement les paradoxes, comme tu l'as dit, les incohérences a priori entre mon désir et ce que veulent les gens. Et on sait dans le design thinking que c'est là qu'il y a des pépites en général. C'est quand on voit une tension entre ce que les gens déclarent vouloir faire et ce qu'ils ont l'air quand même de vouloir préserver par ailleurs. Si on arrive à résoudre cette tension, eh bien, on trouve en général des projets hyper inspirants. Et donc, c'est très judicieux de faire cette recherche-là. Le deuxième point sur lequel on peut insister quand on parle de design thinking, c'est l'intérêt, bien sûr, donc de se connecter avec ses clients et ses usagers, mais aussi d'aller chercher d'autres types de relations. Alors, on l'a vu avec les coopérateurs. En design thinking, on parle d'usagers extrêmes, hors normes, voire de non-usagers, c'est-à-dire tous ces gens avec qui on crée une relation un peu particulière ou qui ont un engagement plus fort que le client lambda. D'habitude, on ne les regarde pas, on se dit, ben non, ceux-ci sont trop différents de ma clientèle basique, donc je ne peux pas vraiment faire une bonne étude avec eux. Et au contraire, c'est très bien d'avoir ces liens un peu différents, particuliers, ça peut nous aider. Et Olivier, dans la façon que tu as de faire évoluer ton offre, tu as effectivement créé des liens particuliers avec certains de tes clients. Oui, depuis à peu près une quinzaine d'années, j'ai l'habitude de découvrir une destination en emmenant avec moi des clients très réguliers qui sont partis 10, 15 fois, 20 fois, même plus avec notre agence. Et ça me permet le deal, c'est que on partage les coûts, mais ça me permet effectivement d'avoir un retour immédiat de leurs impressions et ça me permet au final de faire le produit fini sur base de toutes les remarques qui ont été faites, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, etc. Et donc l'année prochaine, enfin l'année qui suit, on sort à ce moment-là un produit fini que Monsieur Tout le Monde peut acheter et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Maintenant, je me suis rappelé d'une autre expérience, Olivier, qui est l'expérience des non-clients.
Il arrive parfois, très souvent, que des gens poussent la porte de l'agence ici, ou plutôt, c'est plutôt dans les salons du tourisme que ça se fait. Quelqu'un vient, il arrive à votre desk et il dit « Bonjour, qu'est-ce que vous proposez sur le Kyrgyzstan ?» Et bon, vous allez sortir évidemment toutes vos connaissances du Kyrgyzstan, et à ce moment-là, il vous dit « Écoutez, moi, j'ai fait le Kyrgyzstan, je voulais juste savoir ce que vous faisiez, j'ai tout fait moi-même. » Alors, c'est intéressant, mais en même temps, c'est agaçant parce que ces gens viennent chez vous pour vous donner des leçons, pour vous dire ce qu'ils savent, ils ont fait, ils ne passent jamais par agence de voyage parce que c'est trop cher. Mais c'est intéressant de les écouter et de se nourrir souvent de leurs expériences. Il arrive très souvent qu'ils ont des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce genre de choses. Mais alors, parfois, ces problèmes il est intéressant de voir comment ils les ont résolus. Et donc ça, c'est intéressant. Ce ne sont pas des clients, ce ne seront sans doute pas des clients, mais leur expérience, et aller les rencontrer, permet d'avoir un autre regard sur ce que quelqu'un seul et débrouillard en général va devoir faire pour sortir de ses problèmes, ou éventuellement aller voir des choses ou vivre des choses qui sont assez exceptionnelles. Donc voilà, les deux choses existent, des clients qui nourrissent nos produits et puis d'autres qui ne le sont pas et qui nous apportent une sorte d'information certainement. Oui, merci Olivier. Tu as vraiment balayé 2 points qui sont très importants. Donc, on va voir ses clients évidemment, mais on peut avec certains créer une relation un peu plus de testeur-expérimentateur. Et on va le voir à la fin, c'est vraiment très clé d'avoir cette réflexion d'expérimenter, de tester avec les clients. Et puis ceux qui sont hors du cadre et qui effectivement ont bricolé des solutions ou inventé des choses. Et donc ce ne seront jamais nos clients, mais ce petit regard différent, il peut alimenter encore ma réflexion, me faire évoluer. Il ne faut pas du tout les ignorer, au contraire. Un troisième point qu'on avait envie de mettre en avant, et c'est vraiment aussi un des piliers du design thinking, c'est la notion de cohérence tout au long de l'aventure. On l'a dit au début, il y a besoin d'aller chercher des projets forts avec une grille de lecture qui est très, très particulière. Maintenant, le risque, c'est que quand on se lance, très vite, les partenaires, les gens avec qui on interagit, les gens qui vont labelliser, accréditer ce qu'on fait, et le vieux logiciel, le vieux modèle. Et du coup, ça nous bloque. Et donc, j'aimerais que Fabien, que tu nous parles un peu comment toi, tu as pu tenir bon et quelle était un peu la dynamique justement de tenir bon, d'être cohérent dans ton aventure entrepreneuriale. Oui, merci. En fait, nous, dès le départ, notre objectif n'a jamais été d'être loueur de cabanes en forêt. On a toujours vu les cabanes comme un outil vers autre chose, un outil vers de la déconnexion, un retour à la nature. On a l'intime conviction que quand des gens passent 2 jours en forêt, déconnectés d'Internet, etc., il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie en forêt, je trouve. Il y a beaucoup d'Ardennais ou de gens qui aiment ça, pas autour de la table, mais autour du Zoom, qui doivent sentir ça de manière intuitive. Et donc c'est ça qu'on voulait offrir. C'était pas que une nuit en cabane, c'était plus que ça. Passer du temps de qualité avec ses proches, etc. Et donc, de nouveau, l'eau et l'électricité, dans ce cadre-là, cette motivation-là, c'était OK. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu accepter parce que c'était impossible pour nous. Entre autres, on nous avait fortement conseillé d'installer le Wi-Fi dans les cabanes et d'y mettre une télévision parce que il y a un moment donné dans la démarche, on devait être reconnu comme hôtel, puisqu'on n'appartient en fait à aucune catégorie, ni hôtel, ni chambre d'hôte, ni camping. Enfin voilà. Donc maintenant on va être village de vacances reconnu par le CGT, mais à l'époque c'était hôtel et donc il faut mettre des télés parce que c'est le standard européen avec des lobbies derrière par ailleurs. Non, mais on va pas mettre de télé chez nous, pas de Wi-Fi. Oui, mais vous savez, si vous voulez être au moins une étoile, il faut au moins la télé cachée là quelque part. Non, mais on va pas le faire ça. Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose, c'était un no-go. Non, ça c'est impossible. On peut pas troquer nos valeurs et ce qu'on a envie de défendre. Avec de l'eau et de l'électricité, ça paraissait clair, mais avec du Wi-Fi et de la télé, c'était juste impossible. Ça nous a d'ailleurs donné de l'énergie pour la suite. Parce que quelque part, en voulant, c'est un petit peu comme l'histoire des banques, en voulant tenir un projet fort,
ça nous a donné de l'énergie en plus pour dire, mais voilà, c'est ça notre conviction. Et au contraire, je pense que si on avait cédé sur des choses qui étaient pour nous très importantes, hein, ce n'est pas universel, mais qui étaient pour nous vraiment fondamentales par rapport à ce qu'on avait envie de défendre, ben on se serait un petit peu essoufflé et donc on n'aurait pas eu l'énergie pour passer les étapes jusqu'à la réalisation du projet. Donc voilà, c'était les petits exemples que je voulais expliquer. Il est excellent, effectivement. Il montre bien l'importance d'avoir ces fameuses valeurs de départ et qui apportent autant dans l'énergie pour ceux qui portent le projet qu'après pour ceux qui vont être les clients de tout ce que vous construisez, où cette cohérence, finalement, elle se voit et elle se ressent et elle déporte l'attention de l'objet cabane vers, bah oui, qu'est-ce qu'on vient chercher dans ce lieu finalement? Bah, c'est une autre expérience. Et ça, c'est le quatrième pilier qui est peut-être le plus évident pour vous qui êtes acteur du tourisme, c'est de penser évidemment en termes d'expérience client, mais d'avoir ce même souci de la consistance tout au long de l'expérience client et de vraiment se dire, voilà, comment, du premier point de contact que je vais avoir avec mes interlocuteurs jusqu'à la fin, voire encore après la rencontre, comment je crée une expérience qui a une cohérence qui est forte. Et bien souvent, on s'arrête à 2-3 moments forts et on laisse un peu de côté des moments un peu dans l'ombre, mais qui ont aussi autant d'intérêt. Donc, travailler sur cette cohérence d'expérience, c'est un objectif qu'on se donne quand on travaille en design thinking. Et j'aimerais, Olivier, que tu nous racontes un peu dans tes projets en cours, tes explorations en cours, comment toi tu construis ces expériences pour qu'elles soient fortes et cohérentes. On essaie toujours d'être original, on essaye de trouver des produits et de monter des produits qui n'existent pas à la concurrence. On a monté, grâce un petit peu aussi au parc naturel des Deux Ourtes, qui avait mis en fait, qui a créé lors de la création de l'Escapardenne une demi-douzaine d'aires de bivouac. Eh bien, sur l'Ardenne, on organise maintenant des journées, enfin des soirées bivouac précédées de la rando. Donc, on fait 2 jours de rando, 1 nuit en bivouac. Ça marche pas trop mal. Et ça a marché depuis plusieurs années. Et puis, j'ai rencontré dernièrement Adrien Son, qui est un des gérants de la Clairefontaine, l'hôtel La Clairefontaine à Vecpré, près de La Roche. Et il nous est venu l'idée de montrer véritablement 2 des fleurons de notre Ardenne, à la fois la qualité des hébergements et la nature. Et donc, on a monté un produit original, hybride, je dirais, qui allie eh bien, une nuit dans l'hôtel 4 étoiles avec repas, etc., de Vecpré, où ils sont déjà dans la nature, une journée de rando et puis une nuit en bivouac en forêt de Saint-Hubert. Et je dois dire qu'on a monté ça cette année-ci. Eh bien, les quelques dates que l'on a mis en place sont déjà relativement bien remplies. On a même des groupes qui ont demandé à faire des expériences en dehors de ces dates-là. Et donc, c'est pas mal d'allier, je dirais, les compétences en hôtellerie des acteurs locaux avec, je dirais, un petit peu la capacité organisationnelle que nous avons de monter des bivouacs et de faire des bivouacs en forêt. Et donc ça, c'est original. Et dans notre parcours ici, on est sans cesse à la recherche de pouvoir trouver des originalités ou des réponses à des problèmes. Je vous donne un exemple. Dans un couple, un monsieur aime bien aller marcher, madame préfère plutôt visiter musée, ville, shopping ou n'importe quoi. Eh bien, ce qui se passe bien souvent, c'est que monsieur fait ça de son côté et madame fait ça de son côté. On a essayé de trouver un produit qui pouvait rassembler les deux. Venez ici en Ardennes. Alors, pendant la journée, monsieur va effectivement faire un petit peu de randonnée, mais pas que. Et puis, madame va faire un petit peu de balade, mais va aussi pouvoir visiter Château de la Roche et d'autres curiosités qu'elle a envie de voir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui est chaque fois un challenge quand on doit le monter bien souvent à la carte, bien souvent. C'est des produits qu'on monte peut-être 1 ou 2 fois,
mais c'est intéressant à faire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Ouais, merci Olivier. Et on voit bien dans ton exemple à nouveau l'intérêt de chercher des paradoxes, l'intérêt d'essayer de faire se rencontrer des choses qui ne sont pas évidentes. Travailler l'expérience, c'est d'avoir cette logique de cohérence tout le long, mais la cohérence ne veut pas dire la fadeur. Ne veut pas dire qu'il faut faire un truc trop homogène. Au contraire, on le voit dans vos deux expériences, il y a vraiment cette idée d'aller chercher des contraires, d'associer des choses qui ne sont peut-être pas évidentes, de tester ça. Et ça donne beaucoup d'énergie et de qualité. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister dans vraiment des piliers de ce design thinking, cette méthode qui nous invite à réfléchir un peu comme des designers, c'est d'avoir cette logique de bricoleur et de testeur permanent. Et donc, dans le design, on aime bien parler de prototypage, c'est-à-dire on est en train de tester des choses très vite, hein, comme mes vieux balais-brosses là, tout sales, qui marchent moyennement bien, mais qui permettent très vite de se dire « ouais, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ?» Et c'est très important de pouvoir prototyper en permanence, de tester des choses, mais de manière très concrète. Et je pense que ton exemple, Fabien, de construction des cabanes se prête évidemment assez bien à cette logique de prototypage. Oui, donc oui, enfin oui et non, parce qu'en fait, une fois qu'on fait une construction, après, on est quand même bloqué pour quelques années, donc on ne peut pas tout changer tous les 2-3 ans. Maintenant, c'est vrai que dans notre expérience, on a phasé un petit peu les différentes étapes d'évolution du site. Je crois que c'est aussi un état d'esprit de dire bon, on veut en fait que ce site évolue en permanence, même si on a des 4 murs, enfin 4 ou 6 ou 10 murs. Il y a toujours moyen de faire évoluer l'intérieur des cabanes, une nouvelle ambiance, un escalier qu'on voulait mettre. Enfin, en fait, c'est ça. Enfin, une fois qu'on est créatif, il y a plus tellement de limites. Ce qui est chouette, c'est d'être aussi entouré. Et en fait, on s'entoure un petit peu naturellement, je dirais, de personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que soi. Parfois avec des surprises. Hein. On avait décidé d'un truc, puis le constructeur, puisqu'on travaille avec un constructeur qui s'appelle Frédéric Streuss, part dans autre chose parce qu'il trouvait que c'était bien comme ça et que bon, ok, go, en avant. Et donc voilà, ça c'est en partie un état d'esprit, mais il y avait aussi la volonté pour nous de sentir un peu le public et de dire, OK, on va pas tout construire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une dizaine de cabanes sur les 3 hectares, pas plus. On pourrait en mettre plus, mais on n'a pas envie. Donc là, on vient d'en terminer 5. On fait maintenant une pause de 1 an, 2 ans pour sentir un petit peu quel est le souhait des personnes et en même temps ce que nous, on a envie de créer par la suite. Et puis là, ici en 2020, on va créer en 2021, pardon, on va faire une cabane collective qui va pouvoir accueillir des groupes, des formations, etc. Et quelque part, comme notre motivation était les cabanes, mais pas que, c'est aussi de tester des nouvelles activités. On va travailler avec une ferme bio parce qu'on a envie d'amener l'expérience un peu plus loin dans pas simplement la cabane, mais les enjeux de l'agriculture sur la planète sont énormes, donc de pouvoir rencontrer de l'agriculture paysanne, comme on dit. Donc voilà, c'est tester une série de choses, que ce soit des activités grâce à cette grande cabane collective qu'on va construire l'année prochaine. Et puis de phaser aussi, voilà, là on a 5 cabanes, on voit ce qui marche, il y a des trucs qui vont moins bien, donc comment les faire évoluer par la suite. Mais c'est vrai que c'est aussi en même temps un état d'esprit et en même temps de se garder la possibilité de pouvoir changer, de ne pas complètement arrêter les choses. Donc, il y a un peu une tension entre la maîtrise et le lâcher prise. On a besoin de maîtriser un budget, un planning, etc. Mais en même temps d'avoir du lâcher prise, de dire OK, go, on y va, c'est trop. Voilà, donc on s'amuse beaucoup en fait dans plein de travaux d'aménagement qu'on fait. Ouais, merci Fabien. Et tout à fait ça, c'est ce lâcher prise et cette maîtrise. Et c'est pour ça que le prototypage est une étape tellement importante et de réfléchir son projet comme une sorte de prototype qu'on va faire évoluer et de ne pas vouloir, comme on le voit trop souvent, arriver avec une vision parfaite, se dire je travaille jusqu'au bout ma vision et quand j'ai fini, je peux commercialiser. Et ça, ce serait l'erreur à faire parce que ça vous empêche justement d'apprendre. Et ça, c'est vraiment un pilier du design thinking, c'est dire il faut prototyper, il faut essayer avec un produit imparfait et le faire évoluer. Et ce qui est génial, c'est que voilà, le design thinking, ça a été inventé en Californie, dans une école qui s'appelle la D-School à Stanford. Et les gens de Stanford, de cette école, pendant 4 ans, ils n'ont pas eu de locaux à eux. Chaque année, ils devaient changer. Donc, chaque année, ils devaient recréer leur environnement, mais ça les a obligés justement à inventer des bureaux, à inventer des supports pour travailler ensemble. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces bureaux et ces supports sont devenus des best-sellers
dans le monde des entreprises parce qu'en faisant cet exercice de faire évoluer en permanence leur lieu, eh bien, ils ont convergé vers quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été tout droit. Et vraiment, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment un point d'apprentissage très fort. Ça a été testé par des chercheurs qui ont demandé à des gens, à des équipes qui développaient un site internet, comme vous pourriez faire vos sites internet de voyagistes, par exemple, pour valoriser votre produit. Ils ont dit à une équipe, vous travaillez sur un site internet et vous le faites à fond pendant un temps donné. À une autre équipe, ils ont dit, vous travaillez sur plusieurs versions de votre site internet, mais évidemment, vous avez moins de temps pour travailler sur chacun parce que vous avez tous les deux la même quantité de temps et d'argent pour faire. Et ils ont comparé les résultats. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient travaillé en parallèle avec plusieurs petits prototypes avaient pu finalement trouver la meilleure réponse. Et ça, c'est vraiment clé, c'est de se dire, si on veut trouver les bonnes réponses, il faut tester vraiment plein de choses différentes en parallèle plutôt que de se dire, je vais faire une vraiment parfaite. En général, on est moins créatif, on va moins loin, on résout moins de problèmes. Et donc, c'est plutôt intéressant, au contraire, d'oser et faire des produits prototypés en quelque sorte. Mais bon, à nouveau, moi, je vous parle de la Silicon Valley, je vous parle de Californie, tout ça, ça a l'air très planant. Mais vous avez vu en même temps, avec deux exemples très, très vrais, très justes, que tout ce que je veux vous mettre en avant ici, c'est des bonnes pratiques qui sont tout à fait ancrées aussi dans notre territoire. Et voilà, j'aimerais vous demander à tous les deux, à Fabien et Olivier, comment vous twistez, finalement, vous détournez un peu ces outils-là dans un contexte qui est celui de la province de Luxembourg. Comment on passe aux vallées ardennaises? C'est vrai que quand j'ai été contacté pour la conférence d'innovation, je me suis dit, je n'ai pas tellement innové, parce que pour moi, innover, c'est effectivement, comme tu disais, Olivier, c'est très branché, high-tech, Silicon Valley, etc. Et donc, peut-être la réflexion, c'est de dire, innover, ça peut être aussi faire marche arrière sur des choses qu'on n'a pas envie, ou un retour à la nature. Est-ce que le retour à la nature est innovation? En fait, oui, ça dépend comment on l'approche, quoi. Si on y va en tourisme de masse, ou bien si on y va avec… voilà, donc il y a de nouveau, on a parlé pas mal de tensions, il y a un petit peu cette idée-là. Donc oui, en fait, on a innové, mais en faisant moins, en retirant le Wi-Fi, ce qui peut paraître contradictoire. Donc voilà, et puis donc, voilà. La deuxième chose que je voulais simplement dire, c'est que je pense qu'il faut y aller aussi avec ce qu'on a envie de mettre de soi dans tous les projets qu'on crée. Il y a soi-même, il y a une part de soi qu'on met dedans. Et c'est pas par hasard que qu'on a créé ce projet en Ardennes. Et Olivier, c'est la même chose. Voilà, parce que on en est amoureux, on en est originaire. Et c'est ça qui nous porte aussi. Et donc, on y met et ses valeurs, et ses rêves, et ses convictions. Ouais, merci Fabien. Olivier, même question. Comment Eh bien, Trek Aventure était quand même plutôt orienté vers le moyen et le long courrier, vers le trekking, la randonnée. Et en fait, il y a 5 ans, même peut-être un peu plus, avec l'émergence de la marque Ardennes, dont je suis assez fier d'être parmi les initiateurs au sein de la Fédération touristique de Luxembourg. Je salue Marie-Ève Vanard qui préside encore cette association touristique. Au sein de cette association, la marque Ardennes a émergé. Et c'est un véritable succès. Et en fait, je me suis dit, tiens, dans mes produits Trek Aventure, j'ai quelques produits sur l'Ardenne, parce que c'est ma région, parce que j'aime énormément. Et donc, nous avons créé une marque qui s'appelle Ardennes Rando, de manière à promouvoir, à identifier beaucoup mieux les produits sur l'Ardenne. Et puis, on a étoffé au fur et à mesure. Alors, il y a effectivement les grands itinéraires de randonnée qui existent et qui traversent notre Ardenne. Mon confrère Denis Juseret était déjà depuis très longtemps sur la Transardennaise, mais l'Escape Ardennes, qui est une randonnée transfrontalière entre le Luxembourg et la Belgique, a été créée par la suite et marche très très bien. Et puis, on a lancé des concepts comme par exemple les week-ends pur rando, et avec un hôtelier à peu près dans chaque région, la Smois, la forêt d'Anlier, la forêt de Saint-Hubert, les Hauts-de-Fagne, etc.
eh bien, on a créé une immersion dans chacune des régions en essayant de randonner convenablement pendant 2 jours et de voir les choses les plus intéressantes qu'il y a à voir dans ces régions-là. Et ça, les week-ends pur rando marchent très bien. Et je peux même vous dire que votre webinaire va être un succès total quand vous saurez que Fabien et moi, évidemment, vous mettez 2 entrepreneurs de la province l'un à côté de l'autre, nous allons mettre ensemble un nouveau produit que je vous inviterai à tester et qui s'appellera Pur Weekend Cabane dans les arbres. Ça va être parfait. Voilà. On fait de la création en live, bravo messieurs. Quel teaser Olivier, quel teaser, c'est top. Non, mais, bravo, non, mais c'est très chouette et ça montre bien qu'effectivement, c'était ce qu'on voulait vous partager. Hein. Ce n'est pas des méthodes de grands gourous et de grandes entreprises très éloignées de nous. Au contraire, c'est vraiment des enjeux qui sont très, très présents et qui passent sur ces 5 étapes qu'on a évoquées. Et pour finir un peu la discussion, voilà, on voudrait vous poser la question. On vous a présenté ces 5 enjeux qui ne sont pas forcément évidents. Hein. Fabien, Olivier, on les a aussi choisis parce qu'ils avaient ça dans le sang et qu'ils avaient vraiment un parcours qui illustrait bien ces points-là. Mais voilà, on a envie de vous poser la question, pour vous, dans votre propre activité, qu'est-ce qui serait a priori l'étape la plus complexe à mettre en œuvre? Cette capacité à créer une offre hors de l'offre, à intégrer les usagers un peu extrêmes, cette cohérence dans l'aventure, des parcours d'expérience vraiment consolidés, ou bien cette phase de prototypage et de test? Alors, Valérie, ça, je me permets parce que oui, je vois vas-y. déjà les résultats avant tout le monde. On a en tête créer une offre hors de l'offre, mais qui est quand même en compétition avec intégrer les usagers externes hors normes, pardon. Donc voilà, je laisse encore quelques secondes. On est à 30 personnes qui ont répondu sur 58. Oula, c'est en train de changer. Faut jamais, c'est comme les votes, il ne faut jamais donner les résultats en Voilà. direct après. On va laisser un petit peu parce qu'on est à un peu plus de la moitié. Peut-être que les derniers peuvent vite répondre. J'en profite juste pour dire que n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat parce que du coup, après, Olivier va faire une petite conclusion et puis on passera à un question-réponse. Donc, voilà. Bon, j'arrête le sondage. On est quand même à 37. Oui. Voilà. Bon, ben, c'est partager le résultat. C'est créer une offre hors de l'offre avec 32%. Ok, Donc, super je te laisse la intéressant. parole. Oui, merci. Moi, c'est intéressant. Je n'avais pas de réponse toute prête sur. J'étais très curieux en fait de voir ce que vous alliez vous pointer. En même temps, on voit bien. Ah, si tu peux, Valérie, le afficher. Ah, pardon. En tout cas, on voyait que Oui. c'était quand même assez distribué. Hein. On n'a pas quelque chose qui se dégage de manière hyper nette. Mais créer une offre hors de l'offre, c'est effectivement un défi qui est très intéressant. Et je pense que là, les exemples qu'on a eus nous montrent vraiment un point d'apprentissage très fort qui est celui d'aller chercher ces paradoxes ou ces tensions. Et je pense que tout à l'heure, Madame Anard présentait ses projets d'aller chercher les tendances qu'on allait avoir pour demain. Et très vraisemblablement, ce que vous allez devoir faire, c'est chercher dans ces tendances certaines qui ont l'air d'être un peu en contradiction avec ce que vous constatez de vos propres clients. Celles où vous vous dites, tiens, ils me disent qu'ils veulent plus de ceci, mais en même temps, moi, je vois des gens qui font autre chose. Eh bien, toutes ces tensions, ces paradoxes, ces choses qui paraissent dissonantes sont en général des très, très bons points. L'autre chose, c'est finalement ces paradoxes, ces paradoxes, vous les avez aussi quand vous êtes capable de tester des offres auprès de clients inhabituels qui vous permettent de décentrer le regard, de réinterpréter, de réinterroger les choses. Et souvent, on applique une grille de lecture qui est celle de son environnement habituel. Ah bah, je vais toujours regarder avec les mêmes catégories de clients, on regarde les familles nombreuses, les gens tout seuls, les couples. Essayez de trouver d'autres manières de prendre des catégories, justement, d'appliquer d'autres filtres. C'est facile à dire, évidemment, c'est plus compliqué à faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous proposer ces éléments de design thinking pour dire, bah voilà, si vous êtes en train de collecter ces paradoxes, si vous cherchez ces non-clients, bousculer votre écosystème, vous prototypez, eh bien, tout ça sont les outils du design thinking. Et l'intérêt de cette méthode, qu'il ne faut pas voir comme un dogme, mais plutôt une série d'outils et une philosophie pour innover, eh bien, comme d'autres acteurs de tourisme, elle permet justement de chercher à regarder un peu autrement sa clientèle, de donner une autre grille de lecture et en faisant ça, de dire, tiens, il y a peut-être d'autres opportunités à aller chercher que celles que l'on avait projetées initialement. Alors, idéalement, c'est bien, ce serait d'avoir Fabien et Olivier dans son équipe.
Mais comme on n'a pas toujours l'occasion de les avoir avec soi, de les faire se rencontrer pour qu'ils créent encore des nouvelles offres, c'est la raison pour laquelle on vous propose de poursuivre l'aventure de ce design thinking sous forme d'ateliers qui seront organisés en septembre, si je ne me trompe pas. Et en disant ça, je repasse la main à nos camarades de Luxembourg Créative Innob. J'avais déjà récupéré une question qui vient de Marie de la Clé Verte. Donc elle dit, pour moi, la vraie rupture, ce n'est pas tant le corona que la crise climatique qui suit. Je serais quand même intéressée de voir comment donc, Olivier et Fabien ont prévu de réagir par rapport à cela, et surtout Olivier qui organise des trekkings de par le monde. Voilà. On peut aussi ouvrir la caméra de Marie et le micro, il n'y a pas de souci. Mais peut-être, Olivier, oui. tu peux répondre. Voilà. Moi, je ne sais pas si… Non, juste pour dire, déjà, un tout grand merci pour ces deux présentations très inspirantes. Mais c'est vrai qu'en vous entendant et en entendant l'introduction sur la rupture, etc., je me dis, dans la rupture du corona qui… Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on vous entend. Ok. La rupture du corona, elle est aussi difficile à gérer, je pense, parce qu'elle a ce côté pas très, très ancré dans le temps, même si les conséquences sont dramatiques d'un point de vue économique et surtout pour le secteur touristique. Mais quand on entendait les exemples qui étaient donnés par les entrepreneurs sur leur adaptation à des ruptures, ben ça, enfin, notamment les exemples donnés par Olivier, ce sont des ruptures qui se sont vraiment inscrites dans le temps. Et pour moi, la vraie rupture qui va maintenant s'inscrire dans le temps, c'est vrai, et qui est plus difficilement perceptible, mais qui est vraiment là, c'est la crise climatique. Et donc, ma question, voilà, c'est vraiment comment est-ce que nos deux entrepreneurs prévoient de s'adapter à ça. Et je pense en particulier à Olivier, puisque là, Olivier a maintenant développé plus de produits axés sur les Ardennes, mais les voyages loin sont très, très impactants d'un point de vue climatique. Donc voilà. Mais bon, ça dépasse, c'est la question des voyages lointains, mais pour moi, elle est quand même importante aussi. Oui, je vais répondre à cette question. Nous faisons partie depuis plusieurs années d'une association qui s'appelle ATR, Agir pour un tourisme responsable, et où il y a une charte effectivement qui respecte toute une série d'enjeux sociaux et environnementaux essentiellement. Ne pas polluer, bien évidemment. Et quand on ne sait pas ne pas polluer, prendre l'avion, ça me semble difficile de ne pas polluer. On a la possibilité de compenser par de la plantation d'arbres, etc., etc. Et notre secteur, c'est la seule chose, je pense, qui ait été trouvée pour ce genre de choses. Nous sommes excessivement attentifs à ce genre de choses, puisque notre idée est de ne pas laisser d'empreinte là où nous allons. Tant une empreinte sociale qu'une empreinte écologique, je puis dire. Et donc, c'est encore relativement difficile pour nous de mettre en place les règles autres que celles que nous suivons actuellement. Mais si on pousse la logique assez loin, notre métier est quelque part un petit peu menacé si l'on veut être totalement propre. Donc, le fait de ne pas prendre l'avion doit limiter effectivement à ce moment-là les voyages et notre activité. Donc ça sera une gageure que l'on résoudra petit à petit avec le temps. Et quand les sociétés économiques, les différents pays auront mis en place des moyens non polluants. Et je pense notamment au train et le train à grande vitesse. J'étais au mois de novembre au Vietnam et au Laos et j'ai pu constater que les trains à grande vitesse sont actuellement en train d'être construits par les Chinois qui possèdent une bonne technologie à ce niveau-là. Peut-être est-ce que ça sera ultérieurement peut-être le moyen de transport privilégié par rapport à l'avion.
Mais à l'heure actuelle, voilà, les seuls moyens, c'est la compensation carbone que nous proposons à travers des ASBL. Oui, peut-être juste pour réagir, merci beaucoup. En fait, bon, on va pas faire… Excusez-moi, je vois qu'on a déjà dépassé l'horaire plus qu'il n'en faut. Je pense que comme c'est un discours qui est certes très important, j'en disconviens pas, je vous laisserai peut-être pouvoir avoir cette conversation après avec Olivier. Vous pouvez rester online et Olivier pourra continuer. Mais je voudrais qu'on puisse juste finaliser, comme on a déjà dépassé l'horaire de 5 minutes. Ne quittez pas et on continuera l'échange avec Olivier si vous voulez bien. Mais comme ça, on peut juste clôturer pour les gens qui… Voilà. Et si je peux me permettre juste, il y avait une question de Rudy Lafontaine qui a été envoyée à tout le monde, voir justement si on pouvait favoriser l'échange entre les gens. C'est justement l'intérêt de ces rencontres conférences. Bon, ici, on est en ligne, on a un certain timing, mais vous pouvez évidemment rester après et parler ensemble. On peut aussi faire des petits groupes via Zoom, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si on avait fait en présentiel, voilà, on serait resté là autour d'un drink. Et donc, ça aurait été un petit peu différent. Mais oui, c'est évidemment le but de ces rencontres conférences. Donc Je vois qu'il y voilà. a encore une question. Peut-être qu'on peut prendre la dernière question. Il est 38, Valérie. Moi, je pense que les gens qui veulent échanger, s'ils sont dispo, restent après. Et comme ça, on clôture et on peut laisser ouvert pour les gens qui veulent parler après. Le Zoom est open. Et comme ça, on clôture avec les derniers petits points techniques, notamment ton atelier. Et puis alors après, on peut achever l'échange, je pense, pour ne pas bloquer tout le monde. Donc, je vais passer au slide suivant. Donc voilà, dans la continuité de cette rencontre conférence, comme l'a expliqué Christelle au début, le Green Hub fait le pas plus loin. Donc, c'est des ateliers créatifs en intelligence collective. Ce sera entre 5 et 8 participants. On a déjà sélectionné 2 dates qui seraient le 21 septembre et le 5 octobre de 14 à 18 heures. Donc, en fin de saison touristique, pour vous permettre que vous soyez disponible et a priori, il faudra travailler sur le projet entre les 2 sessions. Donc, c'est une sélection sur dossier à compléter. Vous pouvez me contacter via le mail hello@greenup.be. Si vous n'avez pas le temps de noter, de toute façon, il y aura un replay, les slides, vous verrez tout ça par la suite. Je laisse la parole à Christelle pour l'agenda futur de Luxembourg Créative. Donc, en fait, nous avons notre prochaine rencontre conférence qui clôturera la saison le 25 juin. Elle est aussi en direct sur notre chaîne. Vous pouvez vous inscrire et avoir toutes les informations. Si vous allez sur notre site luxembourgcreative.be, vous aurez le détail exact et un peu plus d'infos sur les orateurs. Et on vous convie dès maintenant à notre prise le 17 septembre qui commencera par un atelier créatif. On a lancé le premier cycle la semaine passée avec Laurence Cordonnier de Crocus Marketing. Le prochain sera prévu avec Jane Betch de la société Wididoo. Donc, on va vraiment mettre en place à raison d'1 ou 2 fois par mois ce type de rencontres qui seront sans doute toujours online, même si le déconfinement alors devra être total, mais qui permet vraiment de se connecter en gagnant du temps sans se déplacer, etc. Donc, vous pouvez aussi avoir toutes les infos sur notre site internet et les inscriptions sont déjà ouvertes pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Voici aussi, je laisse la parole à Valérie. Oui. Je pense qu'on avait prévu que c'était elle qui terminait. Donc nous avons mis ici nos coordonnées et aussi celles d'Olivier Watley, que nous remercions bien pour cette intervention et toute cette préparation qu'on a fait ensemble. Nous remercions aussi nos 2 orateurs. La page suivante, Christelle. Oh, pardon, excuse-moi. Donc 2 orateurs entrepreneurs pour leurs interventions très intéressantes. On espère que ça vous a plu autant que nous. Et nous remercions évidemment aussi Madame Marie Vanard, la députée provinciale, pour son intervention qui était très riche également. Et merci également à nos partenaires, principalement IDU, Lux, la Chambre de commerce et TV Lux qui fait toujours une communication, et évidemment la province de Luxembourg. Donc voilà, on ne va pas citer tout le monde, vous les avez vus.
Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Je pense qu'on peut couper. Et mais peut-être Valérie, si les gens veulent rester… Oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. On va peut-être faire une intervention en plus petit groupe. Et moi, je vais couper là l'enregistrement pour la partie replay. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et voilà. Merci à tout le monde et à très bientôt.